Kenny Bunn est un homme de 27 ans qui jusque-là a eu une vie compliquée. Après plusieurs traumatismes d'enfance, il est devenu toxicomane et s'est retiré un maximum de la société. Mais un beau jour, il va tomber amoureux d'une fille rencontrée sur internet. Il était alors persuadé que c'était grâce à cette relation qu'il allait enfin s'en sortir, mais malheureusement, cette relation le mènera plutôt à sa perte. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Kenny Bunn, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire terrible qui est une histoire de triangle amoureux. C'est le genre d'histoire qui me passionne, qui m'intéresse le plus parce qu'à chaque fois je me demande à quel point des histoires d'amour peuvent finir en meurtre. Mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront et merci énormément à ceux qui sont déjà abonnés. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette terrible histoire. Kenny Bunn est né le 14 juin 1992 aux États-Unis, dans l'état de la Géorgie, dans la ville de Dalton. Ses parents étaient divorcés et il a vécu toute son enfance avec sa mère, Trena Wilson, ainsi qu'avec son petit ami. Malheureusement, il a eu une enfance assez compliquée parce qu'il a subi pas mal d'abus de la part du petit ami de sa mère. Ça avait quand même duré un bon moment, mais heureusement au final sa mère avait fini par rompre avec lui. Malgré tout, il avait eu un vrai traumatisme à cause de ça et très jeune, il a alors développé une dépression et en plus de ça, il souffrait d'anxiété. Sa grand-mère, qui s'appelle Pat Colvard et qui l'a aussi élevé, se rappelle que quand Kenny était petit, il l'appelait Mimo et elle se rappelle aussi que c'était un petit garçon assez calme, introverti, qui semblait différent des autres enfants. En fait, Kenny ne s'est jamais vraiment intégré aux autres enfants et il passait alors ses journées seul à écrire de la poésie noire et à écouter de la musique heavy metal dans sa chambre. D'ailleurs, une fois adolescent, il a commencé à adopter un style et une personnalité qu'on peut qualifier de gothique. Mais malheureusement, ce style creusait aussi un fossé entre lui et les autres adolescents de la ville. En fait, la ville de Dalton dans laquelle il vivait ne comptait pas beaucoup d'habitants et c'était une ville de campagne profonde, très traditionnelle, alors vous pouvez imaginer que Kenny, lui, ressortait pas mal du lot. Il s'était teint les cheveux en noir, se maquillait les yeux avec de l'eyeliner noir, mettait du vernis et il s'était fait aussi pas mal de piercing. L'une de ses amies, qui s'appelait Rachel McNeil, qui était d'ailleurs brièvement sortie avec lui, dira qu'au collège, tout comme quand il était à l'école primaire, Kenny était resté incroyablement timide et mettait vraiment beaucoup de temps à parler aux gens. Kenny avait d'ailleurs parlé à Rachel du traumatisme qu'il avait subi avec son beau-père quand il était enfant et il lui avait dit être conscient que c'était sans doute à cause de ça qu'aujourd'hui il était un homme aussi introverti et qui avait si peu confiance en lui. Il faut d'ailleurs savoir que Trena, donc la mère de Kenny, a elle aussi lutté très souvent dans sa vie contre la dépression, mais aussi contre des pensées suicidaires. Elle savait donc ce que son fils pouvait ressentir et elle essayait toujours d'être un maximum présente pour lui. D'ailleurs, lorsque Kenny était adolescent, à plusieurs reprises, elle a pris la décision de quitter son travail pour rester avec lui, pour l'aider justement quand sa dépression était un peu trop forte. Mais bon, malheureusement, plus les années passaient, plus la dépression s'aggravait. Au final, Kenny a fini le lycée et il est alors devenu un jeune adulte. Malheureusement, il souffrait toujours de sa dépression et d'anxiété extrême et il cherchait vraiment un moyen de ne plus ressentir toutes ces émotions, alors il a fini par se tourner vers la drogue. Kenny a donc commencé sa vingtaine en devenant accro à diverses drogues, ce qui a encore une fois creusé un fossé entre lui et les autres habitants de la ville. Pendant plusieurs longues années, la vie de Kenny ne tournait donc plus qu'autour de la drogue. À ce moment-là, il vivait encore chez sa mère, mais il passait vraiment ses journées enfermé dans sa chambre. Il ne parlait avec personne, mis à part des amis qu'il s'était fait sur internet. C'était en fait les seules personnes avec qui il arrivait à parler. Mais en 2019, Kenny avait alors 27 ans et petit à petit, il a décidé de reprendre sa vie en main et de devenir sobre.
Il avait vraiment trouvé la motivation de s'en sortir et sa mère ainsi que sa grand-mère le suivaient totalement. Elles étaient persuadées qu'il allait y arriver et que peut-être toute cette période sombre allait enfin être derrière lui. Si vous vous demandez ce qui lui a donné cette motivation pour s'en sortir, eh bien il faut revenir quelques mois plus tôt, en 2018, lorsqu'il a rencontré une fille et qu'il a commencé une relation amoureuse. Il a en fait rencontré une fille sur Facebook qui s'appelait Nadia Swartz et qui était un petit peu plus jeune que lui et qui, elle aussi, se revendiquait gothique. Elle avait pas mal d'intérêts communs avec Kenny, alors rapidement, ils se sont liés d'amitié. En quelques jours seulement, Kenny est alors tombé profondément amoureux d'elle et c'était vraiment la première fois qu'il parlait à quelqu'un qui semblait le comprendre. Il sentait sincèrement une réelle connexion avec elle. On peut facilement imaginer que ça lui faisait vraiment beaucoup de bien et que quand il parlait avec Nadia, pour la première fois, il ne se sentait plus seul au monde. Leur relation a finalement rapidement progressé et Nadia a semblé développer les mêmes sentiments pour Kenny. En quelques semaines, ils ont alors décidé de se mettre en couple et là, Kenny s'est senti profondément heureux. C'est donc à ce moment-là qu'il a décidé qu'il serait sobre à présent. Mais bon, malheureusement, cette période d'idylle n'a pas duré longtemps. En fait, au bout de quelques semaines, Nadia a commencé à dire à Kenny qu'elle en avait marre de toujours devoir le rassurer. Parce que oui, depuis qu'ils étaient en couple, eh bien Kenny voyait vraiment Nadia comme sa sauveuse, il lui racontait tous ses problèmes, c'était vraiment devenu quelqu'un qui l'aidait à porter tout ça, mais petit à petit, eh bien Nadia a quasiment eu tous les problèmes de Kenny sur ses épaules. C'était vraiment quelque chose de trop lourd à porter pour elle, et plus Nadia s'éloignait de Kenny, plus il essayait de la rattraper, mais en lui disant encore une fois qu'il était mal, qu'il avait besoin d'elle pour vivre, et évidemment, eh bien ça a fait tout l'effet contraire. Au début de l'année 2019, Nadia a pris la décision de rompre avec lui. Par contre, ils ont continué à s'envoyer des messages régulièrement et Kenny espérait alors vraiment qu'il allait pouvoir se remettre avec elle. Pour ce qui est de Nadia, on aurait dit qu'elle entretenait cette relation parce qu'elle aimait bien tout l'amour que Kenny lui portait et elle aimait aussi le fait qu'il soit aussi dépendant à elle. En fait, je pense qu'elle continuait à lui parler juste assez pour qu'il puisse garder espoir d'un jour se remettre avec elle parce qu'elle aimait bien le fait d'avoir un homme, d'avoir Kenny qui l'attendait, qui était là pour elle. Je pense que ça devait être un sentiment rassurant et donc que c'était pour ça qu'elle continuait à lui parler, qu'elle continuait cette relation, bien que pour le moment elle était simplement amicale. Malheureusement pour Nadia, c'est rapidement devenu juste une sorte de jeu. Vraiment, je pense qu'au début, elle n'était pas tout à fait consciente de ce qu'elle faisait, mais au bout de quelques temps, eh bien, je pense qu'elle a commencé à aimer le fait que quelqu'un soit complètement codépendant d'elle. Ce qui est encore plus malsain, c'est qu'il faut savoir que sur le côté, juste après sa rupture avec Kenny, Nadia s'était remise en couple. Mais bon, évidemment, elle ne l'avait pas dit à Kenny pour qu'il garde toujours espoir, malgré tout, de la reconquérir. Mais pour vous parler de la nouvelle relation amoureuse de Nadia, eh bien, elle s'était mise en couple avec un certain Justin Hooker, qu'elle avait également connu sur Internet. Justin était un garçon qui, comme Nadia, était au début de la vingtaine et justement il habitait tout près de la ville de Dalton, donc la ville où Kenny vivait. Pour le coup, je n'ai aucune idée de si c'était une simple coïncidence ou si Nadia y a vu un intérêt particulier. Mais en tout cas, la relation entre Nadia et Justin est très vite devenue une relation passionnelle. En fait, Justin avait un petit peu le même profil que Kenny et lui aussi est très vite devenu codépendant de Nadia. Nadia de son côté disait aussi à Justin qu'elle l'aimait plus que tout au monde, mais bon, rappelons-nous quand même qu'en parallèle, elle parlait également et même elle flirtait avec Kenny sur Facebook. Les deux se parlaient, Nadia demandait assez régulièrement des services à Kenny pour savoir s'il était toujours prêt à l'aider et évidemment elle lui faisait toujours croire qu'il y avait une chance qu'ils se remettent en couple. Kenny, lui, faisait tout pour devenir une meilleure personne pour elle, il s'accrochait à leur corps et âme à cet espoir de reprendre sa relation amoureuse avec Nadia. Mais voilà, à un moment donné, on dirait que ces deux relations ne suffisaient plus à Nadia, qu'elle avait besoin de quelque chose en plus, et donc elle s'est mise à cultiver la jalousie de Justin, son petit ami, en lui parlant régulièrement de Kenny, en lui disant que c'était son ex-petit ami, que Kenny l'aimait toujours, et que d'ailleurs, elle continuait à lui envoyer pas mal de messages. Et ça a marché parce que assez rapidement, Justin a commencé à cultiver une haine, une très grande haine à l'égard de Kenny.
Il le considérait comme une menace pour sa relation avec Nadia et clairement, il ne comprenait pas pourquoi Nadia continuait à lui parler. Nadia, elle a très vite compris que Justin était un jaloux maladif et ça lui plaisait. Alors elle a continué à lui parler de Kenny et lui a même dit qu'il essayait de la persuader de retourner avec elle et que peut-être elle allait se laisser persuader. Clairement, elle a fait en sorte que Kenny soit matin et soir dans la tête de Justin et que Justin le déteste de plus en plus. Elle a vraiment essayé de le pousser le plus loin possible jusqu'à ce qu'il commence même à proférer des menaces contre la vie de Kenny. Au début de l'année 2020, Kenny a lui aussi été mis au courant de la relation qu'entretenait Nadia avec Justin et donc lui aussi a commencé à devenir extrêmement jaloux. C'est vraiment à ce moment-là que la relation entre les trois est devenue la plus tendue et la plus malsaine possible. Justin avait d'ailleurs menacé de tuer Kenny si Nadia n'arrêtait pas de lui parler. Et en réponse à ça, eh bien Nadia a d'autant plus parlé à Kenny et lui a encore une fois donné un peu plus espoir de se remettre avec lui. Kenny de son côté avait donc lui aussi de plus en plus d'espoir et clairement ça le rendait vraiment heureux. En fait vraiment il faut se dire que Kenny de son côté, il comprenait pas à quel point cette histoire était aussi malsaine, simplement il était amoureux. En fait, il était très loin de se douter qu'en parallèle, Nadia et Justin étaient en train de comploter un plan macabre à son encontre. Ils avaient en fait créé un plan visant à tuer Kenny pour qu'il sorte une bonne fois pour toutes de leur vie. Ce plan macabre, ils l'ont pas créé pour s'amuser, non, ils voulaient vraiment le mettre à exécution. Justin a alors acheté un revolver de petit calibre à une personne de sa famille en lui disant qu'il en avait besoin pour sa protection. La personne avait alors accepté de lui vendre, mais clairement, la seule raison pour laquelle Justin achetait cette arme était pour tuer Kenny. Il a acheté cette arme le 15 mars 2020 et le plan était de tuer Kenny le lendemain. Nadia, de son côté, elle a contacté Kenny et elle a réussi à le convaincre de le voir le lendemain, le 16 mars. Elle lui a alors donné rendez-vous dans un petit endroit isolé au bord de la rivière Conestoga, à une quinzaine de minutes en voiture de la ville de Dalton, donc là où Kenny vivait. Donc voilà, à présent, plongeons-nous dans la journée du 16 mars 2020. En soirée, Kenny s'était rendu dans une petite station-service près de chez lui et c'est là-bas que Nadia est venue le chercher en voiture et qu'ensemble, ils ont roulé vers le point de rendez-vous. Nadia avait en fait dit à Kenny que ce rendez-vous avait pour but qu'ils se reconnectent l'un à l'autre dans l'espoir peut-être qu'ils recommencent leur relation. Ils sont donc arrivés près de cette petite rivière à l'abri des regards, mais ce que Kenny ne savait pas, c'est que Justin était là également caché dans l'ombre. À partir de là, tout va être extrêmement rapide. Kenny et Nadia sont donc arrivés sur place et presque immédiatement, Justin est sorti de sa cachette et a tiré à 4 reprises sur Kenny avec son arme nouvellement achetée. Il lui a tiré une fois dans le torse et 3 fois dans la tête. À ce moment-là, il était 21h20. Une fois que Nadia et Justin étaient sûrs que Kenny était mort, ils ont alors fouillé dans ses poches et ils ont pris son téléphone portable ainsi que ses papiers d'identité pour être sûrs que personne ne puisse l'identifier. Ensuite, ils se sont enfouis ensemble en laissant son corps ensanglanté sur les lieux. Le lendemain matin, soit le 17 mars, un groupe de pêcheurs est allé au bord de la rivière Conestoga et ont alors fait la macabre découverte du corps d'un homme étalé sur la rive. Immédiatement, ils ont appelé le 911 et la police ainsi qu'un médecin sont alors arrivés sur place. Le médecin a déclaré que l'homme était mort depuis déjà plusieurs heures et la police a évidemment noté qu'il s'agissait sans aucun doute d'un meurtre parce qu'on pouvait clairement voir que la victime s'était fait tirer dessus à plusieurs reprises. Sur le moment, les enquêteurs ont essayé d'identifier qui était cet homme, mais malheureusement, il n'y avait aucun papier d'identité sur lui. En fait, les autorités vont effectivement avoir beaucoup de mal à identifier la victime. Surtout que Kenny venait de Dalton, dans le comté de Whitefield, et que l'endroit où il avait été retrouvé se trouvait dans le comté de Murray. Donc c'était vraiment 2 départements de police différents et ça ne facilitait pas du tout la communication. Mais en parallèle, la mère de Kenny était évidemment très inquiète parce qu'il n'était pas revenu à la maison pour dormir et personne ne semblait lui avoir parlé depuis la veille. Mais voilà, pendant la journée du 17 mars, la maman de Kenny ainsi que sa grand-mère vont lire dans les journaux, vont voir à la télé qu'un homme de 20 ans avait été retrouvé justement
au bord de la rivière. Mais voilà, pendant la journée du 17 mars, la mère et la grand-mère de Kenny vont regarder la télé, vont lire des journaux et vont voir que justement un homme dans la vingtaine avait été retrouvé sur les rives de la rivière. À partir de là, elles vont commencer à avoir des doutes et elles vont se dire que peut-être cet homme était en fait Kenny. Elles ont alors contacté la police pour signaler la disparition de Kenny et après ça, les autorités sont arrivées à leur domicile. Les policiers sont alors immédiatement arrivés et leur ont montré une photo de la victime retrouvée près de la rivière parce qu'il fallait tout simplement l'identifier et que possiblement, c'était Kenny. Quand elles ont vu la photo, la mère et la grand-mère de Kenny se sont mises à pleurer parce qu'effectivement, elles l'ont reconnu sur cette photo. En fait, son visage était plus vraiment reconnaissable à cause des balles qu'il avait reçues, mais sa famille a immédiatement reconnu ses vêtements, ses tatouages et ses lunettes. À partir de là, c'était donc confirmé. Kenny avait été retrouvé assassiné et une enquête pour meurtre allait donc débuter. Dans un premier temps, les enquêteurs ont alors décidé d'interroger les proches de Kenny dans le but d'avoir le plus d'informations possible sur lui et ses dernières heures avant son meurtre. Par chance, Kenny avait dit à sa mère qu'il allait voir Nadia, son ex-petite amie, et donc rapidement les enquêteurs ont été mis au courant que la nuit de sa mort, Kenny se trouvait donc dehors en compagnie de Nadia. Les autorités ont alors rapidement retrouvé Nadia et ils l'ont interrogée. Elle a alors expliqué que le jour du rendez-vous, lorsqu'elle a été chercher Kenny à la station essence, les deux s'étaient disputés et qu'au final, Kenny lui avait demandé si elle pouvait l'emmener chez un ami et non sur le lieu de rendez-vous. Nadia dira qu'elle avait accepté, qu'elle avait donc pris Kenny dans sa voiture, qu'ils s'étaient toujours disputés encore une fois à l'intérieur de la voiture et que sur la route, à un moment donné, Kenny avait ouvert la portière et était parti. Ça, c'est donc sa version des faits et elle dira que de toute manière, après ça, elle n'avait pas eu de nouvelles de Kenny, elle ne savait pas ce qui lui était arrivé. Mais bon, en parallèle, les enquêteurs ont visionné les images de vidéosurveillance de la pompe à essence et ont alors retrouvé le moment où Kenny attendait l'arrivée de Nadia. Sur les images, on voyait donc Kenny à la station essence, il a même été acheter quelque chose dans le magasin et puis Nadia est arrivée et les deux ont discuté pendant un moment, mais très calmement. En fait, Kenny avait même l'air heureux et ensuite ils sont partis tous les deux ensemble en voiture. Clairement, le fait que Nadia ait dit qu'ils se sont disputés à la station essence et que Kenny a refusé d'aller au rendez-vous, ça ne collait pas du tout parce que sur les images, ils avaient l'air heureux, ils avaient l'air de bien s'entendre, il n'y avait pas le moindre signe d'une dispute. Donc à partir de là, la version des faits de Nadia était donc officiellement contredite. Là, tout doucement, les autorités vont commencer à se dire que Nadia était très suspecte et qu'elle pourrait être l'assassin de Kenny. Mais là, un appel va venir bouleverser l'enquête. En fait, la police va recevoir l'appel d'un avocat qui dira avoir été engagé par un membre de la famille de Justin Hooker. Je précise donc que jusque-là, la police n'avait jamais entendu parler de Justin Hooker. Ils étaient persuadés que Nadia était derrière tout ça, mais ils ne savaient pas du tout qu'il s'agissait d'un triangle amoureux. Mais donc ici, on va se rendre compte que l'avocat qui avait téléphoné à la police représentait le membre de la famille de Justin qui lui avait justement vendu une arme à feu la veille du meurtre. Cette personne de la famille de Justin avait donc pris un avocat parce qu'à présent, il était sûr et certain que l'arme qu'il avait vendue à Justin était l'arme qui avait servi à tuer Kenny. Mais donc, avec cette information que l'avocat leur avait donnée, les enquêteurs ont réussi à retrouver Justin Hooker et c'est là qu'ils ont appris qu'il était le petit ami de Nadia. À ce moment-là, les enquêteurs ont compris que sans doute ils étaient face à un triangle amoureux et que Kenny en avait malheureusement été la victime. Donc là, ils vont décider d'interroger Justin à propos de l'arme qu'il avait achetée. Dans un premier temps, il va alors nier s'être procuré une arme et il va d'autant plus nier avoir un quelconque lien avec la mort de Kenny. Mais bon, les enquêteurs vont lui montrer toutes les preuves qu'ils avaient contre lui et face à ça, Justin n'a plus été capable de nier. Quelques heures plus tard seulement, Justin Hooker et Nadia Swartz ont été officiellement arrêtés et accusés du meurtre de Kenny Bunn. Nadia a alors à nouveau été interrogée et cette fois-ci, elle a avoué les faits. C'est-à-dire le fait que Justin avait tiré sur Kenny et qu'ensuite, ils s'étaient tous les deux enfouis en laissant le corps sur place.
Par contre, elle va se justifier en disant que tout ça, c'était ni plus ni moins que de la légitime défense. Elle expliquera en fait aux enquêteurs que lorsque Kenny s'était rendu compte que Justin était lui aussi présent sur le lieu de rendez-vous, il était devenu complètement fou et s'était jeté sur lui pour l'attaquer. Toujours selon Nadia, Justin avait alors eu très peur et c'est là qu'il lui avait tiré dessus. D'ailleurs, à un autre moment, elle dira même que Kenny avait abusé d'elle sexuellement juste avant l'arrivée de Justin près de la rivière. Mais bon, les enquêteurs ne vont absolument pas la croire, surtout qu'il n'y avait aucune preuve qui venait avérer tout ce qu'elle disait. Donc là, pendant des mois, Nadia et Justin ont été retenus en détention provisoire et pendant des mois, ils n'ont pas arrêté de se rejeter la faute l'un sur l'autre. Mais heureusement, au bout d'un moment, ils ont fini par se mettre d'accord sur un plaidoyer. En mars 2021, ils vont alors accepter de plaider coupable pour meurtre prémédité. Grâce à ça, ils ont donc pu éviter un procès et en audience de détermination de la peine, le juge a alors décidé de les condamner tous les deux à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Pendant cette audience, ni Nadia ni Justin ont semblé exprimer le moindre remords par rapport à ce qu'ils avaient fait à Kenny. D'ailleurs, lorsqu'ils étaient en prison, certains de leurs appels l'un à l'autre ont été écoutés. Les enquêteurs vont alors dire qu'ils les avaient entendus rire de la situation, mais aussi parler de leur mariage qu'ils voulaient célébrer à leur sortie de prison. Une fois que le procès a été terminé, cette affaire a quand même continué à faire pas mal de bruit et une ancienne petite amie de Justin Hooker a été interviewée et elle dira en parlant de son ex-petite amie: « Je crois que nous avons tous le potentiel de tuer quelqu'un, mais ici je crois que c'est Nadia qui l'a fait sortir de Justin. » En fait, je pense sincèrement que si Justin n'avait jamais rencontré Nadia, il n'aurait peut-être jamais pensé à enlever la vie de quelqu'un. Sincèrement, je pense que c'est elle qui l'a manipulé et qui a fait sortir de lui tout le pire et le macabre qu'il avait en lui. Évidemment, je ne prends pas la défense de Justin, il a quand même tué quelqu'un, il a tué Kenny, mais sincèrement, Nadia lui a fait vraiment vivre un enfer, elle l'a aussi manipulé. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en compte. Je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour discuter vraiment de leur condamnation, mais sincèrement, je trouve ça un petit peu injuste, je dirais, que Justin ait écopé d'autant d'années de prison que Nadia. Mais bon, c'est mon simple avis, mais sincèrement, je me dis que Nadia semble vraiment être une personne profondément mauvaise. D'ailleurs, une des anciennes amies de Kenny a elle aussi pris la parole dans les médias et elle a parlé de la relation que Kenny avait avec Nadia. Elle dira: « Je pense que Kenny savait qu'elle était une personne toxique et que c'était un environnement et une relation toxique. Mais il était aussi simplement amoureux de l'idée d'être amoureux, alors il a fait n'importe quoi pour essayer de maintenir ce lien et cette relation qu'ils avaient ensemble. » En tout cas, c'est sur ça que j'ai envie de terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner quand même votre avis sur les condamnations, sur ce que vous pensez de Nadia, de Justin ou même de Kenny. Voilà, toujours dans le respect et la bienveillance, c'est ce que je vous demande. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!